d'être présent. Oui. Voilà, j'ai le plaisir de vous accueillir donc, ici à la Cuverie. Merci à ceux qui sont également connectés en distanciel. On est à peu près autant en présentiel qu'en distanciel. Donc, on est là ce soir pour aborder le sujet de la thématique, donc la bouteille du futur. Faut-il tenter le coup et changer vos fournitures pour être plus en accord avec les attentes des consommateurs, au-delà de la bouteille en tant que contenant que nous aborderons avec Faustine Joly de Veralia et Stéphanie Moucadet du comité Champagne. Nous verrons aussi comment la bouteille peut être aussi un outil de communication, puisque c'est aussi le lien que vous avez avec le consommateur, le lien direct que vous avez avec votre consommateur. Et donc, comment son aspect peut-il influencer l'acte d'achat, justement, de votre consommateur final. Ce point sera abordé donc par Gabriel Lepouzet, qui est neurobiologiste et également passionné de vin et neurobiologiste donc, à Paris. Voilà, donc juste pour vous présenter également l'entité qui vous accueille aujourd'hui, donc le groupe FDSEA a créé donc la Cuverie, c'est une antenne en fait, un lieu où on a regroupé tous les services viticoles du groupe FDSEA, destination donc de nos clients viticoles, donc Agriviti et Viti ou Vigneron. Donc vous retrouvez ici tous les services de AS Entreprise, donc ici présent. Vous avez Mathieu Macaret qui est là ce soir, qui peut aussi avec qui vous pourrez échanger pendant le cocktail, qui est également présent. Il y a également FDSEA Conseil, qui propose des services pluridisciplinaires, fiscalité, juridique, sociale. Vous avez également Farman Communication. Allez-y, installez-vous. La CAMDA qui propose l'hygiénisation des bâtiments. Et Terre Informatique pour tout ce qui est logiciel de gestion commerciale et paye. Donc AS Entreprise est présent sur 9 sites, 140 collaborateurs. Donc pour tout ce qui est obligations réglementaires, il vous accompagne donc au plus près. La tenue de la comptabilité, la gestion économique, les fiches de paye, le conseil et bien sûr en lien aussi avec les outils donc, informatiques, de Terre Informatique. Vous avez peut-être également des ASA AF dans votre environnement. Sachez que nous gérons également toute la partie comptabilité pour ces structures voilà, qui permettent d'entretenir tous les biens communs dans le vignoble. Donc le conseil pluridisciplinaire, donc, comme je vous disais, stratégie, la transition avec les nouvelles générations, la transmission des exploitations, comme je disais, le juridique également. Et 24 groupements GFA également, mutuels. Donc, c'est 35 experts qui sont à votre disposition dans les antennes de AS Entreprise. Et Terre Informatique, donc, qui vous propose la gestion commerciale, les payes, pendant les vendanges aussi, qui remplace en fait le TESA. Le Magnum Vendange, qui permet de gérer vos vendanges avec toute la traçabilité nécessaire. Et puis, enfin, juste un petit mot de Farman Communication, qui propose un outil qui permet de créer des contenus numériques pour vos réseaux sociaux. Grâce à l'intelligence artificielle, ils vous permettent de créer des contenus avec le ton adapté, personnalisé en fonction de votre entreprise, et vous allez pouvoir programmer l'ensemble de vos communications à destination de vos clients. N'hésitez pas, on va faire d'ailleurs le prochain Afterwork sur cette thématique, alors qui est prévu normalement le 1er avril. Non, c'est pas un poisson, ça sera certainement le 1er avril ou peut-être un petit peu reporté à voir, mais normalement c'est le 1er avril sur ce sujet, et notamment, mais également avec également sur la dégustation comme outil commercial, comment mieux gérer la dégustation pour l'acte de vente, et qui sera avec Clémence Josse qui est présente ce soir. Merci également à elle d'être présent ce soir. Merci à tous donc d'être présents. Je passe la parole également maintenant à Cyril Gorov, qui est le directeur général de F-Event, avec qui donc, nous organisons cet événement. Merci en tout cas pour cette super collaboration et pour la réussite de cet événement. Merci à toi, je te passe tout de suite la parole et je partage. Donc, bonsoir et merci d'être présents nombreux ce soir à cet Afterwork
qu'on co-organise pour la première fois avec la DSEA. Donc, merci à Carole et à Adrien de nous accueillir ici à la Cuverie. Je voulais vous dire quelques mots avant de passer la parole aux intervenants de ce soir sur qui nous sommes, parce qu'on va parler innovation ce soir lors de cet afterwork. L'innovation est justement dans notre ADN, dans l'ADN de nos activités. Donc, c'était un point que je voulais rapidement vous présenter. D'abord, qui sommes-nous? Parce que FFN, souvent, dans votre esprit, c'est le VITEF. Alors oui, c'est le VITEF, c'est vrai, mais ce n'est pas que. Et c'est beaucoup de choses aussi qui commencent à se créer dans l'écosystème de l'innovation autour du VITEF. On est une filiale de la Chambre de commerce Marne-Ardennes avec un enjeu qui est vraiment de mettre en commun l'ensemble des acteurs de l'effervescence, à la fois en France et au niveau international. Parce qu'on est parti d'un constat qui est qu'il n'y a pas ou peu, en tout cas, de pont aujourd'hui entre les différents acteurs qui travaillent sur l'innovation dans toutes les appellations effervescentes. Donc l'enjeu, c'est via des événements dédiés de mettre en commun des acteurs de la recherche, d'une part, mais aussi des producteurs et des entreprises aussi de la filière qui innovent au quotidien dans le cadre des vins effervescents, pour vraiment mettre en avant l'innovation autour des techniques des vins effervescents. Donc concrètement, depuis notre existence, notre création en 2019, ça a été un premier VITEF créé par FFN en 2021. En 2023, une deuxième édition VITEF, mais surtout la première édition du Sparkling Wine Forum. Et c'est ça que je vais vous parler un petit peu plus après, qui est un colloque scientifique qui met en lien justement les acteurs de la recherche qu'on invite, qui viennent de différents pays, de régions productrices de vins effervescents, et aussi des entreprises qui innovent dans le milieu de la production de vins effervescents, sur les grands enjeux qui vous concernent tous aujourd'hui et demain. En 2024, on a pu lancer en fin d'année Sparkling News, qui est un site internet, une plateforme qui est à votre disposition, qui est un centre de ressources dans lequel vous allez trouver différentes informations sur la recherche, sur l'innovation dans les vins effervescents, et de plus en plus maintenant d'éléments de synthèse de recherche qui vont être mis en ligne sur cette plateforme. Et également, en fin novembre, on a pu collaborer avec le Salon Vinitech à Bordeaux et on a embarqué pour la première fois des acteurs du territoire, ici, et d'autres instituts de recherche et start-up au niveau France, qui œuvrent dans l'innovation dans le cadre des vins effervescents, sous une bannière collective, donc sous un village, un stand collectif à Bordeaux. Quelque chose qu'on va être amené à reproduire également, et pourquoi pas à l'étranger. Et enfin, cette année 2025, donc lancement d'une série d'Afterwork, donc première collaboration ce soir, on est très heureux. Et puis, on souhaite aussi mettre en place en juin une première masterclass technique qui aura lieu à Reims, mais qui sera retransmise en direct dans plusieurs universités partenaires et centres de recherche en Europe. Donc, le Sparkling Wine Forum, pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, c'est un format hybride avec à la fois des interventions de chercheurs et des interventions d'entreprises innovantes sur tous les grands enjeux de la filière. L'idée est vraiment sur des enjeux qui aujourd'hui sont de plus en plus communs à toutes les appellations effervescentes. Je pense au dérèglement climatique, à l'adaptation aux nouvelles attentes consommateurs, à la réduction de l'empreinte carbone. Comment est-ce qu'on peut ensemble favoriser la transmission des savoirs et des connaissances pour faire face à ces enjeux qui sont de plus en plus communs? Vous y retrouvez donc des conférences portées par des chercheurs et des entreprises, mais également des masterclass de dégustation, et aussi, pour la première fois cette année, des villages thématiques sur lesquels on va avoir une présence aussi d'acteurs de la recherche et d'entreprises pour proposer des solutions concrètes à vos enjeux et à vos préoccupations. Donc la prochaine édition, c'est bientôt, parce que c'est le 23 et le 24 avril, à Besançon, donc au village Baïséa, juste en face de la gare TGV. Et là, pour terminer, je vous ai mis ici une grande partie déjà des interventions qui sont confirmées à ce jour. Et vous pouvez voir que cette année, on a décidé de mettre un accent, ce n'est pas uniquement sur ces thèmes-là, mais ça va quand même décliner beaucoup des interventions qu'on va y faire, que vous allez retrouver cette année, autour de l'analyse sensorielle et de la dégustation. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, notamment Gabriel Lepouzet qui va intervenir tout à l'heure. Fera aussi une intervention au Sparkling Wine Forum avec Gérard Léger-Bellaire de l'Université de Reims, Champagne-Ardenne, autour des interactions qui se passent dans un verre. Qu'est-ce qui se passe en termes de mécanismes physico-chimiques dans un verre lorsqu'on déguste du champagne? Et ensuite, qu'est-ce qui fait que notre cerveau est attiré par l'effervescence? Comment est-ce que ça se traduit en termes neuroscientifiques? Également, le comité Champagne est partenaire du Sparkling Wine Forum. Donc, le CEVC va y animer différentes conférences et aussi une masterclass autour de la dégustation, comme vraiment un outil à part entière avec un focus sur les défauts du vin. Et également des interventions comme l'ISVV de Bordeaux ou comme également une chercheuse de l'Université de Milan
sur les profils aromatiques et sensoriels du chardonnay dans le Champagne ou bien aussi des vins effervescents italiens. Et donc, à chaque fois, on essaie de reboucler sur en quoi est-ce qu'on a aussi des mutations qui s'opèrent, les attentes consommateurs envers ces profils de vin. Quelques autres exemples. Donc, sur la viticulture, l'innovation variétale qui sera présentée par le CIVC. De même aussi que la réduction de l'empreinte carbone et avec un focus fait sur la lutte antigel en Champagne. Là, je ne vais pas tout vous détailler en termes d'œnologie. Je vous ai mis quelques exemples ici. Donc, plusieurs laboratoires œnologiques vont aussi présenter différentes innovations sur différents types de levures, par exemple. Et puis, un accent mis aussi sur l'économie et les attentes consommateurs. Dans un contexte où il y a aussi une baisse des ventes, des mutations, comme je dis, des attentes consommateurs, ça nous semblait important d'apporter aussi un regard sur ces sujets-là et aussi sur la projection à l'export. Donc, on a notamment la présidente de l'OIV, qui est l'Organisation internationale de la vigne et du vin, qui est partenaire du Sparkling Forum, parce qu'on est sous le patronage de l'OIV, qui interviendra en ouverture du forum sur les grandes tendances des marchés, les grandes tendances d'exportation aussi et d'achat des vins effervescents au niveau mondial. Et de la même manière, un chercheur de l'Université de New York interviendra aussi sur les droits de douane aux États-Unis et les taxes Trump et les conséquences que ça a eu sur les vins tranquilles lors de la première mandature Trump, mais aussi sur ce que ça pourrait être sur les vins effervescents dans les mois à venir. Et pour terminer, bien sûr, sur le côté aussi aval de la filière, différentes propositions, différentes innovations aussi qui vont être proposées par des acteurs locaux, notamment sur l'application Bubbles, par exemple, pour comprendre et prédire le potentiel d'effervescence d'un vin, et également des tables rondes sur l'intelligence artificielle et sur le lien, encore une fois, avec le sensoriel. Est-ce qu'on peut donner, en fait, une notion de goût à une intelligence artificielle? Et puis, bien sûr, on est dans les 10 ans, l'anniversaire des 10 ans du classement de la Champagne à l'UNESCO. Donc, la mission de l'UNESCO sera aussi à nos côtés pour animer, avec des représentants de start-up de la WineTech, une table ronde sur l'innovation dans l'œnotourisme, avec des exemples concrets menés en Champagne. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse juste aussi une dernière information ici. Vous avez le QR code qui vous renvoie vers le site de Sparkling News, dont je vous parlais tout à l'heure rapidement, qui est vraiment un centre de ressources qu'on vient de lancer, donc qui est amené encore à se développer sensiblement. On est en train de terminer de nouer des partenariats avec l'Espagne, avec l'Italie, avec différents instituts de recherche aussi en France, en Allemagne, pour pouvoir glaner l'ensemble de ces matériaux de recherche, d'innovation, pour que ça vous serve et qu'on puisse vous les restituer en fait via cette plateforme, qui est aussi accessible en 4 langues, et sur lesquelles vous pouvez aller retrouver énormément d'informations, des portraits aussi d'experts et également tous les replays des conférences techniques de chacune des éditions du Sparkling Forum. Voilà, merci à vous de votre attention et je redonne la parole du coup à Adrien, je pense, pour la suite. Merci beaucoup, Cyril. Alors, allons-y. Super. Donc, rendez-vous en avril. Donc, il y a déjà 2 rendez-vous pour vous. J'espère que vous avez pris vos agendas. Je vais donc passer la parole tout de suite à Faustine Joly de Veralia, qui va présenter donc les innovations. Entreprise responsable. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Voilà, je suis là pour présenter du coup le futur de la bouteille champenoise et notamment la vision de Veralia là-dessus. Donc, pour faire la transition avec le taux de calcin, donc en fait, on a des objectifs à Veralia qui est d'atteindre du coup 66% d'intégration du calcin d'ici 2030 dans toutes nos productions au niveau global. Mais si on prend la bouteille de champagne plus particulièrement, à Wari notamment, donc tout ce qui est teinte vert et teinte cannelle, on est à plus de 90%. Donc c'est pour ça que nous, on pense que le taux de calcin, on va pouvoir l'augmenter au maximum. Pourquoi on veut mettre du calcin? Avant tout, c'est pour diminuer diminuer la consommation de matières premières vierges, donc naturelles. À la place de mettre du sable, etc., on peut mettre du verre recyclé. Ça réduit aussi la consommation énergétique des fours, parce qu'on n'a plus besoin de recréer le verre, puisqu'il est déjà créé, seulement de le refondre. Et du coup, ça diminue les émissions de CO2. Pour avoir un ordre d'idée, quand on met plus 10% de calcin dans nos fours, on diminue de 5% les émissions de CO2 et de 2,5% la consommation énergétique. Et à Veralia, du coup, on est l'un des seuls verriers à avoir des centres de traitement propres. Donc, il y en a un à Rosay-Saint-Albin, qui n'est pas si loin d'ici, à Château-Bernard.
Donc voilà, c'est des centres de traitement pour pouvoir intégrer nos calcins ensuite dans le four. Une fois qu'on a parlé du calcin et de l'intégration de matières recyclées, il faut s'intéresser aussi du coup à la bouteille du futur qui soit de plus en plus légère. Donc la marque Ecova, ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on a cette marque-là disponible sur le marché. Donc Eco, c'est pour écologie et Va pour valorisation. Donc en fait, c'est un allègement des bouteilles sans compromis sur le design pour que ce soit neutre d'un point de vue consommateur. On garde les mêmes dimensions au maximum, mais tout en réduisant le poids. Donc sur cette gamme-là, on va jusqu'à 16% de réduction du poids. Et ça, c'est positif, nous, à la production, mais aussi sur tout le long du cycle de vie du produit. Donc notamment pour tout ce qui est transport, parce que ce sera plus léger à transporter, et aussi au niveau commercialisation. Donc du coup, on en vient à la champenoise Ecova 2. Donc on était pionniers là-dedans, puisque dès 1994, on a allégé la première bouteille de champagne qui faisait 900 grammes à l'époque. On l'a allégé à 835. Donc ça, c'était en 1994. Ça a été ensuite accepté par le CIVC en 2009. Et du coup, depuis l'année dernière, on a sorti la champenoise Ecova 2, donc passé de 835 à 800 grammes, donc moins 35 grammes, ce qui fait une économie de CO2 donc, sur les scopes 1 et 2 à la production de 4%. Donc voilà, elle est disponible en plusieurs teintes, donc notamment en vert, en cannelle et en ébène. Et le gros avantage de la marque Ecova et pour la champenoise Ecova 2, c'est qu'il n'y a pas de changement nécessaire sur l'équipement, donc il n'y a pas de gros investissements à faire chez vous, puisqu'en fait, on a gardé les dimensions au maximum. Donc tout ce qui est hauteur, diamètre, piqûre ne change pas. On a modifié un peu le design des épaules pour pouvoir alléger, parce qu'il faut bien toucher quelque chose pour alléger. Mais il n'y a pas de changement, gros changement nécessaire, des réglages certes, mais pas d'investissement. Et voilà, elle est toujours faite à Wari au plus proche. Donc, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est le calcin? Oui, donc le calcin, c'est ce qu'on appelle en fait du verre recyclé. C'est une fois qu'on met la bouteille du coup dans une benne à verre, une fois que ce verre-là est traité dans nos centres de traitement, on appelle ça du calcin, c'est du verre recyclé. Donc voilà, la champenoise Ecova 2, donc c'est quand même 4 ans de développement. On a fait plusieurs étapes que vous avez là. Donc la première étape pour alléger une bouteille, c'est d'abord d'avoir un plan vert, un nouveau plan vert. Donc avec notre bureau d'études, on a travaillé sur comment est-ce qu'on pouvait alléger la bouteille à 835. Donc on a fait plusieurs tests et notamment des simulations théoriques dans un premier temps pour voir si tout fonctionnait bien sur les plans verts choisis, que ce soit sur la pression, sur les chocs thermiques, etc. Une fois qu'on était plutôt d'accord avec ça, on a fait des essais verts. Donc, en fait, on a fait des petites séries de production pour pouvoir faire des tests à notre centre technique donc, à Châlons pour s'assurer que tout ce qu'on avait vu en simulation théorique soit vrai dans la vraie vie et que ça fonctionne. Donc, tout ça a été validé. Et ensuite, on a fait un test sur, du coup, en cave, donc le processus complet champenois, du tirage jusqu'à l'habillage, en passant par toutes les étapes, pour être sûr que la bouteille, elle soit vraiment conforme et qu'elle résiste à tout le processus, et c'était le cas. Et le dernier test qu'on a fait, c'est aussi un test d'export, donc du grand export, notamment avec un conteneur qui est parti en Asie sur une palette pour se rendre compte comment la bouteille traversait ça. Et tout était bon à réception, donc elle a été validée aussi au grand export. Et donc maintenant, on fait des productions et des contrôles qui sont identiques en tout point, que ce soit la 835 ou la 800 grammes, les deux fonctionnent très très bien. On a pas mal de clients qui nous font confiance de toute taille, donc vignerons indépendants, coopératives, maisons. Ça a commencé le switch en 2024, ça se continue sur 2025 et puis ça va prendre quelques années forcément à ce que tout le monde passe à la nouvelle 800 grammes. Donc sur la gamme champenoise, on a effectivement les gammes classiques, mais on a aussi allégé toutes les autres gammes qu'on a à Verallia, notamment des gammes de notre marque Selective Line. Donc la Crue France Ecova, la Galip, la Aliénor et la Paris ont toutes été allégées aussi et sont disponibles dans plusieurs teintes. On a aussi allégé du coup le demi-champagne, donc elle est passée de 500 à 460 grammes. Et on a aussi allégé le Magnum qui n'est pas présent sur cette slide, mais le 150 centilitres a aussi été allégé à 1600 grammes. Donc voilà, une fois qu'on a fait toute l'éco-conception, l'intégration de calcin, l'allègement, on a aussi travaillé du coup sur nos fours, donc l'outil de production des bouteilles pour réduire les émissions de CO2, puisqu'on sait que c'est un des points critiques dans le verre, c'est les émissions de CO2. Donc ça, c'est les objectifs groupe Verallia, donc c'est réduire 46% nos émissions sur le scope 1 et 2, maintenir le scope 3 en dessous de 40% et d'avoir le net zéro en 2050.
Donc, tous les chiffres que je vous donne, ils sont audités et validés chaque année, donc c'est vraiment des chiffres robustes. Et du coup, pour arriver à ces moins 46%, les nouvelles bouteilles, notamment en Champagne à terme, seront produites sur l'un des quatre types de fours. Donc, ce qui va changer dans le premier, donc le four à boucle super boosté, comme on appelle ça. Donc, on va ajouter en fait de l'électricité au four pour pouvoir diminuer l'impact carbone, donc 25% d'électricité. Ensuite, sur le deuxième type, donc le four oxycombustion super boosté. Donc là, on met l'électricité et en plus de ça, on rajoute du CO2. Donc ça, c'est déjà opérationnel aussi. Et ensuite, les deux vraiment nouveaux types de fours, pardon. Donc on aura le four hybride qui sera sur notre usine de Saint-Romain-le-Puy d'ici le premier trimestre 2026. Donc là, en fait, on va avoir 80% d'électricité et 20% de gaz. Actuellement, c'est l'inverse dans les fours lambda. Donc avec ça, on va réduire de 50% les émissions de CO2 des bouteilles qui vont sortir de ce nouveau four. Et ça, c'est possible sur toutes les teintes. Donc le vert coloré, c'est aussi possible de produire sur ce type de four. Et je dis ça parce que sur le four, du coup, le dernier four, le four 100% électrique, qui est déjà opérationnel à Cognac depuis 2024, là, on peut faire que du blanc ou de l'extra blanc. Et par contre, on réduit un peu plus de 60% puisqu'il n'y a que de l'électricité. Donc voilà, ce sera les 4 nouveaux types de fours qui seront mis en application sur les usines à Verallia. On travaille aussi du coup sur le transport, donc transporter de façon plus vertueuse la bouteille. Donc ça fait 4 ans qu'on a un partenariat avec le transport Lebrun. Donc depuis 2021, où 70% de la flotte Verallia est au descent. Donc voilà, ça nous permet, on a estimé à 50 tonnes de CO2 évitées par an avec ce type de transport-là. Et ensuite, les 2 derniers slides que j'avais à vous présenter, on y reviendra sûrement à la fin, mais on a fait aussi des études neuroscientifiques sur le sujet de l'allègement des bouteilles pour savoir comment les consommateurs percevaient cet allègement. On a fait ça avec du coup l'Institut Mind Insight en 2022. Et en fait, l'objectif, c'était de savoir en fait, déjà si le consommateur il s'en rendait compte si on allégeait les bouteilles. Et du coup, on a fait ça sur plusieurs marchés, et notamment la Champagne. Et en Champagne, du coup, on a comparé la crue de France à 900 grammes et la crue de France Ecova à 835. On a pris plusieurs options, plusieurs critères, pardon. Donc le premier, c'était la qualité, savoir si les consommateurs trouvaient que c'était aussi qualitatif l'une que l'autre, le premium, le prix, l'aspect éco-responsable et l'aspect envie d'avoir. Donc c'était très prédictif du comportement d'achat ensuite. Et en fait, on se rend compte bien qu'entre les deux bouteilles, donc que ce soit la bouteille lourde ou la bouteille légère, il n'y a aucune différence significative. On voit qu'on est toujours dans les tolérances qui peuvent ne pas être significatives. Et donc, du coup, il y a très peu de personnes finalement qui voient la différence. Donc là, c'était sur bouteille pleine, étiquetée, etc., pour que ce soit comme dans un rayon lambda. Donc, et d'autant plus où on a forcé les personnes faisant le test à vraiment prendre en main la bouteille pour qu'ils se rendent compte du poids, que ce ne soit pas seulement visuel. Donc voilà, on se rend compte que l'utilisation de bouteilles avec un poids réduit n'est pas du tout visible d'un point de vue consommateur et perception des consommateurs. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même mis les consommateurs devant le fait accompli, puisqu'il y en avait quand même que, je crois que 6% qui avaient vu la différence de poids. Et on leur a demandé, est-ce que pour vous, comment c'est perçu qu'une marque puisse diminuer le poids des bouteilles? Et à 88%, c'était quand même positif. Donc, en fait, au-delà de que ce soit neutre pour le consommateur quand il n'est pas informé, si la marque communique dessus et utilise les éléments d'éco-conception, et ben, c'est positif pour le consommateur final. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'il n'y a pas de raison d'un point de vue consommateur de premiumness, etc. sur les bouteilles allégées. Et voilà, j'en ai fini, je crois que c'était la dernière slide. Alors, on vous a même apporté, je crois, des bouteilles. Ah oui. On peut les mettre à l'accueil oui, on peut les mettre à l'accueil. Oui. Oui, du coup, il y en a une à 835 et une à 800 si vous voulez faire le test. Pour les personnes en ligne, par contre, ce sera difficile. Oui, une question. Une petite question dans le chat, les 135 grammes, oui, à date, on a les deux au catalogue. Vous voulez micro peut-être? Oui. Ouais. Pardon, oui, je disais à date, les deux sont encore au catalogue, c'est le temps de faire le switch, ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc ça a commencé déjà en 2024, comme je disais, de passage de 835 à 800. Ça va se continuer sur les années à venir jusqu'à ce qu'elle soit totalement remplacée, je pense. C'est à partir de quand ça sera complètement remplacé? Ça dépend, ça va prendre quelques années, je pense, parce que je ne saurais pas vous dire, mais ça va être assez long, je pense. Et pour pouvoir descendre
Pour alléger, je disais tout à l'heure, on a joué principalement sur les pôles, mais après, tout le design sinon est conforme à la bouteille à 835. D'accord. Donc, au niveau de la bière, au niveau de la colorette, ça change quelque chose du temps? Il faudra faire des ajustements, des réglages, mais normalement, ça passe, oui. Il n'y a pas de concevoir Non. Non, non, ce sera des réglages seulement. Il n'y a pas d'investissement, comme je disais tout à l'heure, à avoir sur les lignes. Une question. Oui. Est-ce que vous savez déjà si une limite en dessous de laquelle vous ne pouvez vraiment pas descendre? Bah, pour l'instant, on a mis 4 ans quand même à développer le 800 grammes. Mais c'est vrai que pour avoir les cotes champenoises, pour qu'il n'y ait pas d'ajustement justement majeur sur les lignes et qu'il n'y ait pas d'investissement, pour l'instant, 800, c'est le maximum. On pourrait aller en dessous, mais après, il faudra toucher à d'autres cotes et du coup, ça entraînera forcément des investissements sur tout ce qui est gyropalette, caisse-fil, etc. Ça bouge sur le dégarni pour pouvoir faire la vérification du 75 centilitres. Pardon, ça... Sur le dégarni, quand vous Oui. vérifiez la quantité, vous vérifiez par rapport au dégarni, par rapport au haut de la bouteille et du vent. Oui. Donc là, vu que la forme de l'épaule a changé, on doit certainement avoir les différences de hauteur. Oui, oui, sur le plan vert, vous avez toutes les informations disponibles. Oui, il y aura des réglages forcément, c'est un peu différent. Oui. Une question. Les résistances mécaniques de la bouteille, vous estimez perdu en propriété? Non, bah justement, c'est ce qu'on a fait les tests. Elles sont équivalentes en tout point entre la 835 et la 800. Donc, on a fait tous les tests possibles et c'est tout bon. Question aussi dans le chat. Quelles sont les exigences de toi, les clients les plus exigeants? Par exemple, la SAC, le système. Bah là, on parle de la bouteille standard. Donc, nous, on est arrêté à 800. Après, sur des spécialités, ça dépend des clients. Mais en général, 800, c'est déjà très léger. Oui, parce qu'il y a une exigence de certains acheteurs, c'est ça, de certains marchés, qui commencent à devenir exigeants en termes de force. Il y a une question. Oui. À date, combien de bouteilles ont été tirées en Alors, j'ai pas les chiffres, je pourrais pas vous répondre comme ça, mais on a fait des productions semi-industrielles pour faire les tests, on a fait des productions classiques, mais j'aurais pas les chiffres en tête. Au niveau de la validation, Sur la validation des tests, vous voulez dire? On a fait plusieurs palettes, on a fait semi-industriel, donc plusieurs jours de production. Et peut-être potentiellement, il y a des marchés qui pourraient se fermer si certains producteurs ne se conforment pas. Ça ferme, c'est-à-dire? Est-ce que certains marchés pourraient se fermer si la bouteille n'est pas conforme aux exigences de ces acheteurs, de ces importateurs? Euh, c'est des taxes supplémentaires. Ah, et des taxes supplémentaires. D'accord. À prévoir une surtaxe, donc si on n'utilise pas les fournitures assez restreintes. Bah, en fait, voilà, après, on va passer justement. Ah, encore une question. Oui. Du coup, si la bouteille elle est plus légère, elle est moins chère. Je vous laisserai vous rapprocher des commerciaux Veralia. Ça se recommande après. On va passer la parole peut-être à Stéphanie Mukadel, qui représente le comité Champagne et qui est justement. C'est juste, je vous installe votre support. Et puis je vous laisse la parole. Voilà. Alors bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Mukadel, je suis responsable de projet au comité Champagne sur la qualité des fournitures. Donc ça concerne les bouteilles, les bouchons, capsules et muselés. Donc moi je vais vous parler de justement l'étape d'après, comment on va valider cette bouteille. Non, oui, quoi. Donc, le comité Champagne, bon, je pense que beaucoup connaissent, mais je vais refaire une petite présentation. Donc, c'est l'interprofession des vins de Champagne. Notre rôle est de veiller à l'intérêt commun des vignerons et des maisons de Champagne pour contribuer à la compétitivité et à l'équilibre de la filière. Donc, on travaille vraiment avec l'ensemble des acteurs de la filière. On a 4 missions principales au sein du comité. Une première de recherche et développement. Une deuxième de protection de l'appellation, une troisième sur la régulation du marché, le suivi de l'activité viticole, et enfin un axe sur l'éducation au champagne.
Donc, la bouteille de champagne en quelques chiffres. Donc, la filière champagne s'est engagée à réduire ses émissions de CO2 d'ici 2050 de 75% pour atteindre le net zéro carbone d'ici 2050. Et le constat était de dire que dans notre bilan carbone, 32% de notre bilan carbone est affecté aux emballages. Et plus précisément, la bouteille pèse à elle seule 28% de nos émissions carbone. Donc, elle a un gros impact dans notre bilan carbone. Et donc, l'objectif net zéro carbone ne peut pas être atteint si on ne travaille pas sur la bouteille. Donc, on en a parlé un petit peu, Faustine en a parlé un petit peu juste avant, mais il y a deux axes forts de décarbonation de la bouteille. La première, plutôt côté verrier, justement, de décarboner la fabrication des bouteilles. Donc, ça passe notamment par le travail du mix énergétique, de la performance des fours et de la proportion de calcine qui sont utilisées pour produire ces bouteilles. Donc, sur cet axe, on a rencontré les différents verriers pour échanger sur les plans d'action à mettre en place pour atteindre notre net zéro carbone. Et sur le deuxième axe, concerne le poids des bouteilles. Donc, l'allègement, 30 grammes de verre en moins, c'est 1% du bilan carbone de la filière gagnée. Et donc là, on a notre rôle à jouer. Donc, on a mené une enquête en 2024 au comité pour connaître un petit peu l'état du marché. Et donc, on s'est rendu compte que 92% des bouteilles commercialisées sur le marché sont en format 75 centilitres. Donc, ça, c'était le premier constat. Et dans ces bouteilles en 75 centilitres, on a voulu connaître la proportion de bouteilles dites standards par rapport aux formats spéciaux. Et donc, la bouteille standard représente à elle seule 78% des formats des bouteilles commercialisées sur le marché. Donc, on a commencé à réfléchir sur ce qu'était justement cette bouteille du futur, avec notre vision comité champagne. Donc, il est permis de rêver. On imagine un flaconnage qu'on a appelé 3D, décarboné, désirable et disponible pour tous. Donc, il y a plusieurs thématiques qui peuvent être travaillées, certaines plus ou moins importantes, certaines sont très médiatisées, d'autres sont plutôt réglementaires. Mais en tout cas, on se questionne sur tous ces aspects-là pour définir ce que sera la bouteille du futur. Donc, on est parti des bouteilles présentes sur le marché, des bouteilles de boissons carbonatées qui sont déjà actuellement présentes sur le marché. Et on a estimé grossièrement la réduction carbone qu'elle pourrait nous apporter. Donc, on constate que l'allègement, effectivement, est un levier puissant, puisque si demain on passe à la bouteille 450 grammes type eau gazeuse, on réduit de 15% notre bilan carbone. Cependant, en faisant ce constat, on se rend compte que les bouteilles très allégées ne sont pas résistantes à la pression, la même pression que peut l'être le champagne. Donc, il faudra forcément réduire la carbonatation des produits si on veut aller vers de tels allègements. Le deuxième constat, c'est de dire aussi que la manipulation des bouteilles rentre en compte. En dessous de 750 grammes, les bouteilles ne sont plus utilisées actuellement en tant que bouteille-outil. On ne fait pas la fermentation dans les bouteilles. Et les bouteilles sont plutôt utilisées en tant que bouteilles d'expédition. Donc, si demain on veut alléger, il faut potentiellement revoir notre process d'élaboration ou réduire nos carbonatations ou trouver des alternatives pour renforcer la résistance du verre. Donc, un nouvel allègement pour la Champagne, mythe ou réalité. Il y a des petits titres rapprochés. Donc, la bouteille 800 grammes, donc, comme on l'a vu, c'est un modèle qui a été créé par Veralia.
qui garde le même dimensionnel que la bouteille actuelle 835 grammes, avec juste une différence au niveau de l'épaulement. Donc, on a vu l'intérêt de cette solution pour la filière. Et donc, on s'est rapproché de la CSVMF, qui est la Chambre syndicale des verreries mécaniques de France, pour demander à ce qu'il y ait un plan coté unique pour que l'ensemble des verriers puissent la produire suivant le même modèle et pour pas que chaque verrier travaille sur un modèle de bouteille 800 grammes, pour que l'on puisse potentiellement en faire demain un nouveau standard. Donc, le plan a été validé par la CSVMF l'année dernière. Donc, pour évaluer si cette bouteille peut devenir demain un nouveau standard, on a fait en 2024 un tirage expérimental au comité Champagne, où on a voulu tester la résistance des bouteilles aux différentes étapes d'élaboration du process. Donc, bouteille neuve, après tirage, après vieillissement, après remuage, dégorgement, habillage et après transport. Donc, pour évaluer cette bouteille 800 grammes, il nous fallait un témoin. Donc, on a comparé à la bouteille 835 grammes. On s'est dit qu'on allait tester la bouteille 900, l'ancienne version, parce que l'ancienne version a été adoptée de façon empirique après 15 ans d'utilisation par la Champagne, mais on n'a pas vraiment de données sur la différence de résistance entre ces deux, entre la bouteille 900 et la bouteille 835 finalement. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de récupérer de la donnée. Et en même temps, on a ajouté la bouteille 775 grammes, qui était à l'heure actuelle, qui est à l'heure actuelle la bouteille la plus légère utilisée en méthode traditionnelle. Donc ça nous permettait d'avoir un panorama des bouteilles passées, présentes et potentiellement futures. Donc je vais vous présenter une partie des résultats. Donc en fait, du coup sur l'année dernière, on a pu avoir les résultats avec un stade de vieillissement tirage plus 2 mois, donc un tirage accéléré. En 2025, donc cette année, fin d'année, on aura les résultats du tirage avec 15 mois de vieillissement. Et en 2027, on aura les résultats du tirage plus 36 mois de vieillissement. Donc sur cette slide, je vous présente quelques résultats qui vont montrer la résistance à la pression interne des bouteilles. Donc c'est un test normé utilisé par les verriers. Donc, on voit les différentes bouteilles, 775, 800, 835 et 900. Et on compare sur bouteille neuve et bouteille après expédition. Donc, c'est des échantillonnages de 40 bouteilles. Donc, la 900 grammes, vous voyez qu'il y a un gros attention. On n'a pas pu aller au bout de l'essai puisqu'on a rencontré beaucoup de casses. On a vu plus de 26 casses dans notre palette. Et donc, c'est pour ça qu'on a intitulé la diapositive « Combattre des idées reçues », comme quoi le poids ne fait pas à lui seul la résistance des bouteilles. C'est bien plus complexe que ça et il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, et notamment la répartition de l'épaisseur du verre dans les bouteilles. Donc, sur ces résultats, ce qu'on constate, c'est que les flaconnages neufs utilisés sont très résistants. Ils résistent à plus de 35 bars de pression. On constate aussi que le process réduit la résistance. Donc forcément, on vient fragiliser les bouteilles, on a des pertes de résistance, mais on est quand même très supérieur aux 18 bars recommandés, on est plutôt entre 25 et 30 bars de résistance à la pression. Donc ces essais nous font dire que l'allègement est possible. Là, dans nos conditions d'expérimentation, l'allègement est possible. Mais pour autant, est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau standard pour l'ensemble de la Champagne? Et pour ça, il faut tester à plus grande échelle. Il y a plusieurs critères qui peuvent influencer la résistance des bouteilles, notamment la qualité des bouteilles proposées par le fabricant et l'utilisation qu'on fait de ces bouteilles et les manipulations que l'on fait subir aux bouteilles. Donc, on a besoin d'évaluer collectivement, à l'échelle de la Champagne, la résistance de ces bouteilles allégées pour couvrir la diversité et des fabrications chez les verriers et de l'utilisation chez nous. Donc, on a mis en place un protocole d'évaluation collective. Donc, l'idée, c'est de
centraliser au comité les différents essais qui vont être réalisés chez vous, chez les opérateurs. Donc, vous pouvez vous signaler si vous voulez réaliser des tests en bouteille allégée. Donc, soit via le formulaire sur l'extranet du comité, soit en scannant directement le QR code qui vous renverra vers ce formulaire, ou bien en vous contactant directement. Donc, l'idée, c'est qu'on prenne contact avec chaque opérateur, on partage un protocole d'essai, on réalise le tirage, on suit les taux de casse, on partage les observations, les constats lors de la mise en œuvre. On réalise des mesures de pression interne sur des bouteilles neuves et on vient réaliser des mesures sur bouteilles après mise en œuvre. Donc, en fait, le tirage expérimental qu'on a fait au comité, on va faire la même chose, mais au niveau collectif à l'échelle de la Champagne. L'idée, c'est de pouvoir mettre en commun du coup tous ces indicateurs et pouvoir les partager sur le nombre de bouteilles qui auront été testées, les taux de casse, les données de résistance à la pression. Donc, nos recommandations. Donc, la première, c'est essayez-la. Plus on est nombreux à la tester, plus on aura de diversité de mise en œuvre, de manipulation, et on sera confiant dans les données qu'on aura produites. On recommande de ne pas tirer la totalité des volumes, donc passez pas du jour au lendemain de 835 à 800. On recommande plutôt de réaliser à minima un essai pour vérifier que la bouteille résiste bien au process d'utilisation que vous en faites. L'idée, c'est de faire aussi un témoin 835 grammes pour suivre les taux de casse. On peut pas comparer, enfin, s'il n'y a pas de témoin, on ne pourra pas dire s'il y a 10 casses, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup. Il faut forcément un témoin pour comparer le taux de casse. On recommande aussi de réaliser un test de transport pour aller jusqu'au bout du flux et pas s'arrêter à la fin de la production. Et au niveau de la commercialisation, on recommande plutôt de privilégier les marchés locaux. En tout cas pour les premiers essais. Donc, est-ce qu'un nouveau standard est possible pour 2027 ? Donc, on a lancé notre projet qui va durer minimum 3 ans, puisqu'on veut évaluer les différents stades, donc plus 15 mois et plus 36 mois. Donc, potentiellement oui, mais sous condition, déjà chez les verriers, sous condition qu'elles soient produites en plusieurs séries et par les différents verriers présents en Champagne. Que l'on obtienne certaines garanties de qualité sur les bouteilles au niveau notamment des épaisseurs, des traitements de surface, etc. Donc ça, on est en contact avec les verriers pour travailler sur ces points. Et de notre côté, on doit avoir au moins évalué un minimum d'opérateurs qui couvrent les différents process de manipulation que l'on peut retrouver en Champagne. Des lignes à très forte cadence, entièrement automatisées, versus des manipulations entièrement manuelles avec mise en tas. Et on travaille aussi sur un diagnostic complet de nos manipulations. Justement, on a un autre projet qui s'appelle Smart Shock, où on veut essayer de mesurer et quantifier les contraintes que l'on fait subir aux bouteilles lors du process d'élaboration et de production. Voilà, donc engagez-vous. Alors, ce projet au comité Champagne s'appelle le projet ECO 800 pour évaluation collective de la bouteille 800 grammes. Il est en partenariat avec ADELF. Voilà, votre participation permettra au-delà de valider la bouteille 800 grammes, si tout est OK, c'est de valider une méthodologie d'adoption d'un nouveau standard. Demain, si on veut aller plus loin que la 800 grammes, il nous faut avoir une méthode déjà en place pour pouvoir tester et valider rapidement si un flaconnage est apte ou non à devenir un nouveau standard. Voilà. J'en ai fini. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions en ligne, je vais répéter les questions justement, ou alors je te passe un micro si tu veux. Comme tu veux. Sinon j'ai un micro pour toi. Je l'envoie.
Au niveau du chat, une question concernant la bouteille 775 grammes. Est-ce qu'elle est déjà utilisée en champagne? Alors, à notre connaissance, pas forcément utilisée en champagne. Elle est beaucoup utilisée dans les créments en méthode traditionnelle. Il faut savoir que la 775 grammes, elle a tout le dimensionnel qui est, enfin, le dimensionnel qui est différent. Donc, pas la même taille de corps, pas la même hauteur, etc. Il y avait une question sur réduire la pression. Est-ce que ça vous étudiez? La carbonatation. Donc cette année, on veut, lors du tirage, justement essayer plusieurs carbonatations et arriver à mesurer si la différence de pression a un impact ou non sur la tenue à la résistance à la pression des bouteilles. On va essayer d'évaluer ça. Donc on va faire un tirage expérimental cette année sur ce point. Tu peux compléter sur le plan sensoriel également, sur les essais qui ont été faits. Et dans le passé, il y avait des essais justement qui avaient été réalisés sur l'impact sensoriel de la différence de pression, justement en réduisant la pression des vins. Ça n'avait pas été significatif lorsque c'était 2 bars de différence de pression. Donc, en réduisant de 2 bars la pression des bouteilles, il n'y avait pas d'impact significatif sur l'analyse sensorielle. Oui, parce qu'on a un commentaire dans le chat, si moins de pression, moins de bulles. Mais enfin, voilà, dans les tests qui avaient été réalisés, il n'y avait pas d'impact significatif s'il y avait 2 barres de pression. J'ai une petite question sur la diapo 10 que vous avez montré tout à l'heure. Si c'est bien à 10, vous étiez à moins 1% de 30 grammes d'écart, il y avait moins 1% de CO2 généré. Est-ce que c'est linéaire? Parce que plus loin dans les diapos, quand vous avez les différentes bouteilles, quand on a la 775 et on voit la 560, on voit qu'il n'y a pas 300 grammes d'écart. Et il y a pourtant, c'est déjà passé à moins 11%. Donc on a déjà gagné 1%. Juste pour compléter, c'est une très bonne question et on précise par là que c'est une estimation de la réduction du bilan carbone de la filière champagne par rapport à l'utilisation d'un flaconnage 75 centilitres équivalent à. Donc encore une fois, c'est une estimation. C'est une estimation plutôt raisonnable et prudente. Elle est peut-être pas linéaire, mais elle permet d'avoir une projection et de séparer 2 catégories de bouteilles. Les catégories bouteilles-outils qui permettront une amélioration significative du bilan carbone, mais qui ne permettront pas forcément, ou en tout cas à étudier, d'atteindre cet objectif net zéro, versus une bouteille, un flaconnage type expédition, dans lequel on n'a pas l'élaboration, en tout cas la prise de mousse en bouteille, qui peuvent avoir un impact beaucoup plus significatif, mais sur lequel il faut se poser la question de réduire, les manipulations et réduire, la carbonisation. Merci pour cette présentation. Moi, j'avais au moins un commentaire sur l'histoire de carbonatation. Effectivement, on sait que le capteur sensoriel de la carbonatation, en bouche, il sature à une certaine pression. Au-delà de 5-6 bars, on ne sent plus la différence. Alors, il peut y avoir des différences de persistance, mais en termes d'intensité, ça ne change pas. Donc, on pourrait raisonnablement essayer de trouver quelque chose qui est au-dessus de ce seuil-là. Moi, j'avais une question pour rebondir sur cette diapositive. Il y a des bouteilles-outils qui ont un protocole et des manipulations qui sont particulières, qui sont différentes de celles de l'expédition. On pourrait imaginer un système, je ne sais pas si on peut rêver un petit peu, je spécule là, un système où on aurait des bouteilles-outils qui restent chez le vigneron, qui travaillent, et puis des bouteilles d'expédition dans lesquelles il n'y a plus de pression qui va travailler beaucoup, et donc peut-être moins de manipulation, plus de protection des cartons, etc., qui seraient différentes. Est-ce qu'on pourrait rêver à 2 systèmes de bouteilles? Oui, on peut rêver. Ça existe déjà? Peut-être c'est naïf ma question. Ça parle de tout. C'est le rêve des derniers. 2 jeux de bouteilles. Si tu me permets, Stéphanie, j'apprécie beaucoup la question. Elle est bien vue, elle est brillante. Effectivement, ça s'appuierait sur un principe de transfert ou de transvasage de l'ensemble de nos flacons. Aujourd'hui, le transfert, en tout cas le transvasage de bouteille à bouteille 75, de 75 ou 75 minimum, voilà, est une procédure hors cahier des charges, non permise par les règles de l'appellation. Sont autorisés seulement le transvasage des demi, sans limite de volume, et des flaconnages zéro et supérieurs à zéro. Donc il y aurait une modification du cahier des charges à faire au préalable. La question c'est est-ce que
d'un point de vue environnemental, la mesure peut être pertinente, c'est-à-dire d'avoir une cohabitation de flacons en cave dédiés à l'élaboration des vins et de flaconnage d'expédition qui seront par définition plus allégés. Et en fait, la réponse, elle est dans le cycle de rotation de ces bouteilles en cave, qui, pour l'élaboration, vont nécessiter de toute manière des poids plus importants, en tout cas des poids proches de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et à ce moment-là, si on raisonne en masse de verre consommée par litre de vin produit, les écarts ne sont pas forcément significatifs. Donc, encore une fois, ce sont des projections très rapides qui vont être travaillées dans les prochaines années, et c'est un point sur lequel on s'interrogera. Mais il est probable que notre avancée soit plus significative en conservant cette bouteille d'outil et en améliorant nos manipulations voilà, pour réduire les impacts qu'on a sur la perte de résistance des flaconnages et aller chercher des poids plus légers en gardant toujours cette bouteille unique. Ouais, j'ai une question peut-être un peu amateur, mais on a des pare-brises de voitures qui sont en verre feuilleté. Alors c'est peut-être très naïf, hein, j'imagine que tous les verriers y ont déjà pensé, hein, mais j'aimerais bien quand même voir la réponse. C'est est-ce que éventuellement c'est possible pour un verrier de nous faire une bouteille feuilletée pour du coup être plus allégée et du coup très résistante. On aimerait beaucoup, on va poser la question verrier. Oui, avec notre outil industriel qu'on a aujourd'hui, c'est pas possible de faire ce type de verre-là. Donc non, désolé, ce ne sera pas possible. Et dans un futur proche, bah, il faudrait vraiment changer tout. Enfin, non, je sais même. Je pense que c'est même pas, non, c'est pas possible. Il pourrait peut-être y avoir des techniques de renforcement de verre. Oui, il faudrait travailler trempé, sur les etc. traitements de surface qu'on applique sur les bouteilles, mais ça, on travaille déjà dessus. On a un département R&D qui travaille là-dessus. Mais pour l'instant, on n'a rien de très concret à partager, en tout cas. En tout cas, au comité, on reste en veille sur ce qui peut se faire comme technologie. On n'aura pas de recherche sur ce sujet-là parce que ce n'est pas dans notre périmètre, mais en tout cas, on restera en veille et si on voit des innovations qui nous intéressent, on les mettra en œuvre pour les tester. Oui, j'avais une question concernant le taux de bouteilles spéciales actuellement utilisé en Champagne. Est-ce que vous avez une idée de cette valeur, puisque certaines maisons tirent toutes en bouteilles spéciales? Eh bien, d'après font-elles les mêmes efforts d'allègement? Alors, c'est quand même plutôt à la tendance à l'allègement, déjà à l'initiative des opérateurs, mais aussi à l'initiative des fois des verriers qui proposent eux-mêmes une version allégée des bouteilles spéciales. Et donc, dans la proportion des bouteilles spéciales, d'après notre étude, on avait 12% des bouteilles qui sont en bouteilles spéciales supérieures à 900 grammes et 10% de bouteilles spéciales inférieures à 800 grammes, avec une tendance plutôt à réduire le poids des bouteilles spéciales. Et ça représente combien de pourcentage les bouteilles spéciales dans les 300 millions de bouteilles en gros? Eh bien, là, les 22%. 22% de bouteilles d'après l'étude. Donc, notre étude a été menée, il y a 178 exploitations qui ont répondu et ça représentait 176 millions de bouteilles. Donc, c'est assez représentatif de ce qui peut se faire. Et donc, on avait 22% de bouteilles spéciales. Une autre remarque, mais c'est plus une remarque, c'est qu'un gros avantage de méthode transfert, c'est de pouvoir mettre une bouteille différente très rapidement sur le marché. Ce qui est un gros avantage différentiel qu'on va retrouver avec la méthode cuve close ou transfert. Et là, c'est plus pour ouvrir, mais là, il plus se répandre quelque part à des prérogatives marketing. L'utilisation de la bouteille consignée. Parce que dans la bière, ils le font, il y a d'autres secteurs. Oui. L'utilisation de bouteilles consignées, il y a d'autres secteurs qui le font et qui ont des contraintes aussi de choc et de résistance à la pression. Pourquoi le champagne, on ne pas cette voie-là? Puisque là, du coup, on aurait pu à fabriquer, il faudrait juste à nettoyer et recycler.
est-ce que ça fait partie des voies aussi d'amélioration pour notre décarbonisation? Je vous laisse passer le micro à la personne juste en face de vous. Bonjour. Donc, effectivement, la partie réemploi, c'est une obligation qu'on a depuis le 1er janvier 2025. Alors, est-ce qu'on est prêt? Non. Il y a effectivement toute une étude qui est lancée pour vérifier la faisabilité technique, environnementale, économique, enfin, tous les points qui pourraient poser souci au niveau du réemploi. Pour l'instant, on n'a jamais eu. Non, alors le principal problème, c'est que la bouteille est donnée par les verriers comme une non réemployable, déjà à la base. Donc, il y a besoin quand même de vérification qu'elle tient un deuxième tour. Hein. On voit quand même sur. Tu peux montrer. On voit déjà qu'au bout en sortie d'un cycle, on perd déjà pas mal de pression. 10 bars Un circuit avec consigne, ça supposerait qu'on n'ait aucune information sur le circuit de la bouteille, sur les chocs qu'elle va recevoir pendant son stockage, pendant son lavage, pendant son reconditionnement, son retour vers l'élaborateur. Donc, on va essayer d'évaluer un petit peu si on descend encore et puis si elle est capable de tenir une deuxième prise de mousse. Et après, il faut rajouter les problèmes de traçabilité. Une bouteille, elle peut faire combien de tours? 1, 2, 3. Est-ce qu'un tour, c'est intéressant d'un point de vue environnemental? Sûrement pas. Donc voilà, c'est tous ces éléments qu'il faut qu'on arrive à agréger pour apporter une réponse sur le réemploi de la bouteille champagne. Et sur quel format? 835 ou 800? Donc, Merci Marie-Noël Piot, comité champagne. Je peux rajouter mon expérience précédente au minéral. C'est en fonction de la distance sur laquelle vous livrez votre produit. Parce que les verres consignés en life cycle analysis, si vous passez plus que 400 km, c'est fini. Vous avez perdu complètement. Si vous faites plus que 7 tours, alors les minéraliers, normalement, ils arrivent à 25. Mais on fait être dans les bons systèmes de logistique pour les créer, parce qu'autrement, vous avez un coût et un coût LFA en transport immense qui casse toutes les opportunités en général. Et après, la dernière chose que vous avez, plus vous faites des tours, vous avez un problème de scaffold, que c'est les petites blancs que vous avez sous la bouteille. Alors, si vous le faites sur le minéral, que vous payez des centimes, ça va. Si vous le faites sur le champagne, ça va être un peu plus compliqué. Merci. 2 questions posées dans le chat, effectivement. Une sur le chêne liège, capte-t-il le carbone et de combien? Et la deuxième question, y a-t-il assez de bouteilles recyclées pour le calcin? Alors, la première, je n'ai pas les informations. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Et la deuxième, je pense qu'il faut vous la question variée. Est-ce qu'il y aura assez de calcin? Du coup, le calcin, il dépend de la collecte. Donc, plus les consommateurs ou les restaurants, etc., vont recycler et mettre au bac de tri leurs bouteilles, au plus on aura de calcin. Donc, à date, en France, on est à 82% de bouteilles qui sont mises sur le marché qui sont bien recyclées. Donc, on a encore quand même quelques points à aller chercher pour atteindre les objectifs. Il y a un objectif européen là-dessus qui est de 90% d'ici 2030 ou 2050, je ne sais plus exactement. Mais donc voilà, ça dépend un peu des consommateurs. Non, c'est tout ce qui est consommé sur le territoire français. Oui, localement, c'est ça. Et il faut savoir que les 100% du verre qui est mis dans les bouteilles, donc du coup, est recyclé. Il n'y a pas de déperdition à ce niveau-là. Merci. Pas d'autres questions? Parfait. Alors, on va passer. Donc, merci beaucoup. Donc, Stéphanie Mocalel, du comité Champagne.